Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de ma série Créer son jeu de rôle. Aujourd'hui, je vous propose un essai sur la question de la posture en jeu de rôle. J'aimerais en effet vous offrir à penser autour des motivations profondes et inconscientes qui nous poussent à faire un jeu et à en choisir les composantes. Plus spécifiquement, je vais en premier lieu essayer d'expliquer pourquoi je pense qu'il est important de réfléchir à la non-neutralité du jeu de rôle et de poser une ligne de travail, mais on va aussi parler par la suite des présences et absences structurantes et des messages qu'elles renvoient, parfois à l'encontre de notre propre éthique. On se posera la question de l'importance, ou non, de clarification et de revendication d'une posture au sein d'une création de jeu. Enfin, on ouvrira sur le rapport d'influence que le média a sur son spectatorat et comment expliciter une posture interagit dans cette relation. Cette série ne saurait être exhaustive et devra se contenter de parti pris. Comme à l'accoutumée, remettez en question tout ce que vous entendez ici pour structurer votre pratique. Croisez les sources. Confrontez mon opinion à celle d'autres créatrices. Je vous laisse, dans la description, des ressources utiles pour compléter ou nuancer mes propos. La construction d'un jeu est un travail de longue haleine, soumis à nombre de choix personnels. Ma manière d'envisager la création ne sera pas la même que la vôtre, mais j'espère vous offrir des pistes à creuser. Dans cette partie, je vous invite à explorer avec moi le jeu de rôle comme une structure d'extension des rapports sociaux, c'est-à-dire par la création d'un espace qui n'est pas entièrement hors du réel, dans lequel un autre contrat social est défini, mais qui tire ses influences depuis notre réalité de tous les jours. Un système de jeu de rôle n'est pas neutre. Pour citer Use, dans politique et jeu de rôle, même quand le jeu de rôle n'est pas intentionnellement politique, sa pratique contribue à se construire une représentation du monde et se poser des questions morales, donc à se forger ou à explorer un certain nombre de convictions. Le jeu de rôle ne vous rendra pas plus malléable qu'un quelconque autre média, mais sa pratique vous formera tout autant que les livres que vous lirez ou les films que vous verrez. La manière la plus simple de s'en rendre compte est encore d'observer l'univers qui nous est décrit. Il peut être parsemé de vues sexistes, racistes, classistes. Au-delà de ces discriminations visibles, on a une ou des structures de société qui sont dessinées en trame de fond. En guise d'exemple, la simple idée d'utiliser ou non de l'argent dans l'univers pose de très nombreuses questions politiques. Quelle est l'économie du monde ? Qui concentre la richesse ? Que font les personnes riches de leur argent ? Comment s'exprime la pauvreté ? Et qu'en est-il des rapports de domination liés à l'argent ? Celles-ci peuvent s'exprimer dans l'univers, ce qui est le plus facile à débusquer, mais aussi dans le système. Pour balayer les lieux communs, on peut noter que dans certains jeux, on place le monstre comme agressif et hostile, et on en justifie l'extermination par la différence. On lui attribue des traits qui proviennent de nos peurs, que l'on essentialise et qui cachent des stéréotypes discriminatoires sous leurs atours de créatures exotiques de fantasy, que l'on veut innocents. C'est par exemple le cas avec les gobelins, qui dans certaines œuvres sont une représentation discriminatoire des juifs. L'existence de nombreuses ethnies et lignées au sein d'un monde, par exemple de fantasy, n'est pas anodine. Ce qu'il faut interroger, c'est si le but est d'y représenter des diversités culturelles, parfois volontairement insurmontables, afin de questionner le rapport à autrui, à soi, à l'inconnu, ou pour des raisons plus insidieuses, plus pernicieuses, pour faire filtrer une idéologie, qui n'est parfois même pas volontaire de la part de l'auteurice. Par l'existence d'êtres aux mœurs différentes, on peut questionner le préjugé et l'acceptation. Par la représentation de sociétés alternatives, on peut penser la vie civile autrement. Bien sûr, ces considérations peuvent occuper une place plus ou moins prépondérante suivant les sensibilités, les intentions et les envies des auteurices et des participantes à leur jeu. En tant qu'objet social, le jeu de rôle est éminemment, et inconsciemment, sauf si revendiqué autrement, politique. Et il peut également être politisé. Si les présents paragraphes ont pour vocation à faire prendre conscience de cet état de fait, ils ne sont en aucun cas un plaidoyer pour que ces aspects soient centraux à la narration, mais que les questionnements associés le soient à la construction du jeu. La méconnaissance de ces aspects du jeu de rôle contribue à perpétuer des modèles de domination autour de la table, en jeu comme hors jeu, où beaucoup de travail reste à faire. Les bases du jeu de rôle elles-mêmes sont imprégnées de ce genre de miasmes douteux. Gary Gygax, un des co-auteurs des premières éditions de Donjons et Dragons, qui ont en quelque sorte lancé le jeu de rôle, était ouvertement sexiste. Et ce, bien au-delà des standards de son époque. Il confie ainsi dans Europa, un fanzine sur les wargames sorti en août 1975,
Je cite: On m'a accusé d'être un vieux cochon sexiste et machiste parce que la formation de Donjons et Dragons n'est pas ce qu'elle devrait être. Il devrait y avoir plus d'emphase sur le rôle féminin, plus de noms non-genrés, et ainsi de suite. J'ai pensé que ces gens avaient peut-être raison, et j'ai envisagé d'ajouter les femmes dans la section viol et pillage, dans le chapitre putes et traînées des tavernes, dans la partie magique spéciale traitant des guenotes et vieilles sorcières, et j'ai peut-être pensé à ajouter un annexe sur les harems médiévaux, filles, esclaves et pillages. C'est vrai que je suis sexiste. Peu m'importe que les femmes soient payées autant que les hommes, qu'elles occupent des emplois traditionnellement masculins, et qu'elles se douchent dans les vestiaires des hommes. Elles peuvent très bien rester à l'écart des wargames pour ce que j'en ai à faire. J'ai vu de nombreux bons wargames gâchés par le beau sexe. Ces idées nauséabondes se retrouvaient dans ces jeux. Il associait ainsi la féminité au mâle, le retranscrivait dans l'alignement de ses personnages féminins, et dans les tables de caractéristiques des personnages. Ce n'est pas une question d'effacer l'auteur, tout simplement de pointer ce qui est. Ces idées l'ont accompagné jusqu'à ces derniers moments. Et ces problèmes sont encore bien présents dans la production rôliste actuelle, avec des personnes aux idées racistes, rétrogrades, sexistes et discriminatoires aux manettes de jeux largement éditées. On peut étendre la réflexion à toutes les mécaniques de jeu. Créer un système de progression dont le moteur passe par la conquête et la mort retranscrit une démarche impérialiste et colonialiste profondément ancrée dans le patriarcat, où des personnages appliqueraient une oppression sur un monde. Il est possible de déconstruire ces mécaniques, de les remplacer par des alternatives offrant à voir d'autres possibles. Par exemple, en reposant la progression sur l'apprentissage par la narration et sur le gain passif de points à mesure que le personnage exerce ses fonctions. On découple, ainsi, les gains de puissance d'un modèle d'oppression systémique. Cette non-neutralité du jeu de rôle n'est pas que de fond, elle est aussi de forme. Dans le jeu de rôle, à l'exception de quelques possibles supports, tout passe par l'oral pour le jeu et l'écrit pour le système, et donc par les mots, qui portent une histoire. Que ce soit par les emprunts à d'autres langues, le choix d'écrire ou non à l'inclusif, et quel inclusif utiliser, la défense d'une certaine forme d'écriture, coucou l'Académie française, les références religieuses intégrées dans le corpus courant, ou encore l'usage de certains registres de langue excluants, la langue est pétrie de politique, et le jeu de rôle est un jeu de langage. Par exemple, le terme de « race » est ancré dans l'esclavage et convoyeur d'une néologie régressiste. Ce n'est pas parce qu'on est dans un monde fictif que le sens du mot change. On ne parle pas avec la langue qui accourt au sein de l'univers. On n'en fait pas partie. On parle depuis notre référentiel avec nos définitions. De manière générale, il faut faire attention aux mots choisis. Le langage modèle la pensée. On réfléchit par son prisme. Privilégier un mot plus qu'un autre n'est jamais anodin. Le choix des illustrations, poses, couleurs, expressions, est un autre lieu d'expression politique. Le male gaze est un concept postulant que la culture visuelle dominante impose une perspective d'homme cisgenre hétérosexuel. Ce concept a été proposé par la réalisatrice et critique de cinéma Laura Mulvey dans son article Visual Pleasure and Narrative Cinema publié en 1975. Dans son acceptation contemporaine, le concept est mobilisé pour pointer, notamment, l'effet de l'objectification, généralement des minorités. On parle de male gaze lorsque les personnages féminins sont sexualisés et que la représentation met une emphase sur les formes du corps féminin. En arrière-plan, cela pose la question: quel rôle joue le regard dans la reproduction des rapports de genre? Rien n'est de l'ordre du vase clos. Il y a une porosité entre le réel et nos pratiques, et le langage, comme l'illustration, forme le communicant de ce vase. Mais les questions politiques en jeu de rôle dépassent largement la question des discriminations. Je me devais d'en parler car ce sont des thématiques qui sont importantes, qui me touchent et qui concernent des personnes de mon entourage de près. Mais s'arrêter là, ce serait masquer qu'en soi, tous les autres choix sont aussi des questions éminemment politiques. Comment la magie s'incorpore dans la société? Ou quel système économique est en place dans votre monde? Pour quelles raisons aurait-on un système capitaliste analogue au nôtre, ou de l'élitisme autour de l'érudition? La question de la simplicité revient souvent. Que ce soit la facilité pour créer à la manière d'un raccourci, ou à transmettre des concepts. Il est beaucoup plus aisé d'imaginer des rapports sociaux proches de ceux de notre monde, plutôt que de repenser tout l'appareil social. Je ne dévalorise pas votre création en disant cela. Je souligne simplement qu'il est plus facile, pour un public, de se projeter dans votre œuvre si c'est quelque chose de proche de ce qu'il connaît. Mais je dirais que cela doit rester un choix conscient de votre part et non s'imposer sans question. Avec les cultures de l'imaginaire, on a la possibilité de représenter ce que l'on veut, avec justement comme unique barrière l'imagination. Autrement dit, c'est un formidable laboratoire ouvert, qui n'a pas nécessairement à être politisé, mais qui permet de respirer par rapport au réel.
Je m'explique. Dans ma pensée, la fantaisie, comme les autres genres de l'imaginaire, peut être utilisée pour questionner notre rapport au monde, mais n'a pas nécessairement à le faire. Elle peut dépeindre des systèmes économiques, sociaux, environnementaux, autres, pour le simple plaisir de le faire, et son propos peut être ailleurs. Peut-être certaines, c'est d'ailleurs mon cas, trouveront justement beaucoup plus d'immersion, car moins de rappel au réel, à voir un monde fonctionner différemment. Sur cette même lancée, on peut distinguer deux niveaux d'application de la politique en jeu de rôle, explicite et implicite. L'explicite, c'est ce qui va être présenté comme tel, soit justifié à l'oral lorsque vous jouez, ou marqué dans les règles et revendiqué. L'implicite, c'est toutes les représentations et trames de fond qui sont imprégnées de choix, le système de santé de l'univers, la place des arts et leurs pratiques dans le monde, et ces distinctions se trouvent tout autant dans le système de résolution que dans l'univers, ce qui nous permet de dresser un magnifique tableau à double entrée que je vais illustrer d'exemples. Par exemple, univers explicite pourrait être une phrase « Le concept de religion n'existe pas dans cet univers ». Univers implicite, la manière dont, en partie, la gestion des espaces végétalisés dans la cité va être décrite. Système de résolution explicite pourrait être une phrase « Quel que soit le genre ou l'ethnie, les personnages ont le même nombre de points de compétence ». Et enfin, en système de résolution implicite, comment valorise-t-on la réussite ou l'échec après un test aléatoire? Les questions politiques deviennent militantes sur le terrain des questions de progrès socio-environnemental par la reprise de thèmes chauds de notre quotidien. Notre acceptation contemporaine de « le jeu de rôle est politique » tend à se confondre avec. C'est pour cette raison que j'aimerais souligner la distinction que je tente de mener depuis le début de cette présentation. Le jeu est nécessairement politique, mais ne doit pas obligatoirement être politisé. Il peut l'être, si ce sont les intentions de son auteurice ou de ses joueuses. Ne pas faire de choix, c'est-à-dire reproduire le réel, ou laisser les joueuses choisir leur réalité, est une position politique, celle qui défend le statu quo. L'idée ici n'est pas d'ériger des modèles de vertu, ou de dire qu'une politisation est meilleure qu'une autre, ni même que le jeu doit être politisé. Simplement, il faut savoir que c'est inhérent, que ça n'a pas besoin d'être central au jeu pour qu'il soit un objet politique. Enfin, le choix de l'usage des techniques mêmes, impliquées dans la création et la diffusion de votre jeu, est aussi politique. Utiliser de l'IA générative, c'est soutenir le vol de contenu licencié par de grandes corporations, encourager l'exploitation humaine des annotatrices de datasets, contribuer à la destruction de l'environnement et enrichir des groupes œuvrant ouvertement à mettre en place une technologie de désinformation, de régression de la pensée, ainsi qu'une politique pour le moins conservatrice et néolibérale. Pareillement, en fonction des licences, des logiciels, des artistes auxquels vous vous associerez, chaque micro-décision forme un choix. Les boutiques et plateformes elles-mêmes ont un impact par les choix des jeux qu'elles mettent en avant ou suppriment de leur catalogue, comme Rebel Scum qui a été supprimé du catalogue de Drive-Thru RPG lié à Roll20, car le jeu proposait un peu trop ouvertement de botter les fesses à des nazis de l'espace, et il avait été jugé incitant à la haine. Toutes ces considérations établies, entendons-nous sur le postulat que dire qu'un jeu est politique et qu'il contient des marqueurs, c'est juste un point de départ. Ce qu'il faut, c'est questionner le fond, l'univers, le système de résolution, tout comme la forme, la rédaction, les illustrations. Ce questionnement ne prend pas place hors sol. Il se fait par rapport à un socle de valeurs. Des valeurs qui vous sont propres, mais que vous devez conscientiser et possiblement questionner dans votre processus de création. Quand vous écrivez un jeu, vous ne vous écrivez pas dans celui-ci, mais vous l'écrivez par vous. Ce que je décris là, c'est que vous n'y écrivez pas directement l'intime de votre personne, mais vos biais, vos stéréotypes et filtres qui vont impacter votre plume. Ce sont vos valeurs qui vont s'exprimer à travers les choix des pages. Et pour éviter une dissonance entre ce vers quoi vous souhaitez tendre en tant que personne créative et ce que votre jeu contient, on peut cartographier ces valeurs et observer si on les retrouve dans son jeu. L'objectif est simple, la tâche moins. Il s'agit de lister les piliers qui donnent sens à vos actions. Par exemple, vous abhorrez l'agressivité. Si vous faites un jeu en partant de cette base, vous allez pouvoir questionner chaque mécanique, explicite ou implicite, sur l'univers comme le système de résolution, en vous posant la question suivante. Y a-t-il des éléments dans mon jeu qui incitent à la confrontation entre les joueuses ? Mon exemple est caricatural. Mais si on multiplie les valeurs qu'on met en tension, on peut forcément trouver soit des angles morts, soit des contradictions dans nos jeux. Pour identifier ces valeurs, on peut approcher la question de différentes manières. On peut partir depuis une liste de valeurs morales et chercher lesquelles on coche, même si ces listes varient suivant les philosophes qui les définissent.
On peut tout aussi bien réfléchir depuis soi et faire une introspection, retrouver des souvenirs qui nous ont choqués ou qui ont induit une perte de sens, et trouver la valeur qui s'y rattache. Libre à vous, ensuite, de partager ou non ces valeurs avec les personnes autour de vous, comme dans la proposition de formalisation de l'éthique de travail du lycéa, qui propose de rédiger un court texte synthétique pour prendre position créativement. L'idée, c'est de se projeter dans les conséquences de l'application de ce que l'on écrit, et de débusquer les conflits de valeurs qui y apparaissent. On peut mobiliser des méthodes très simples, comme faire des arbres de conséquences, des différentes mécaniques de son jeu. Sur chaque branche, on y liste les valeurs mises en tension, et on définit les embranchements en fonction des différents publics que l'on peut avoir, classés en fonction de leur sensibilité sur la question. Observe-t-on alors les valeurs attendues dans chaque situation? Et celles-ci sont-elles compatibles avec ce que l'on essaie de transmettre? Vous pouvez aussi lister des sortes de méta-valeurs, c'est-à-dire dans notre cas des valeurs qui touchent à la création directement. Est-ce que vous vous autorisez à publier des choses inachevées? Quelle plateforme pour vos créations? Quelle relation entretenez-vous au partage? Quel temps, format, taille et durée vous imposez-vous? Si aucun. Ces questions peuvent cadrer le processus créatif et vous éviter de vous éparpiller. Ou au contraire, vous faire cadeau de la possibilité de vous éparpiller si c'est quelque chose que vous vous refusez contre votre volonté habituellement. Toutes ces positions peuvent être incluses, explicitées au sein du manuel de jeu, dans le cadre d'une préface par exemple. Elles n'ont toutefois pas à l'être nécessairement. Un jeu ne sera pas antifasciste car vous dites qu'il ne l'est pas, ou que vous écrivez la No Fascist Rule au début de votre manuel. Il le sera car vous aurez dépossédé l'univers et les mécaniques de jeu des éléments fascisants de sa proposition. Il existe une règle, en débat public, qui décrète que ce que l'on dit, c'est ce qui ne va pas de soi. Je trouve que cette règle s'applique assez bien à la transmission de jeux de rôle. Là où dans les règles d'un jeu de société, on va chercher à recouvrir chaque degré d'incertitude et de liberté que l'on pourrait laisser par leur formulation ou leur non-verbalisation, dans un jeu de rôle, on va parfois presque volontairement ménager des espaces creux qui vont laisser de la place à la créativité pour se déployer. Dans ce contexte, on n'est pas obligé de tout dire, car on sait que le groupe qui va recevoir le livre de jeu de rôle va combler les manques avec ses automatismes, sa culture et ses références communes. En conséquence, tout ce que l'on dit est ce qui ne tombe pas sous le sens, ou ce que l'on juge important pour le jeu, à tel point qu'il faut le préciser. Quand j'ai exprimé la position que je m'apprête à vous livrer, tout mon entourage n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Pour moi, prendre de l'espace dans un manuel ou un temps dans un jeu pour la composante signifie que la composante est importante pour le jeu, et par conséquent pour son auteurice. Important pour le jeu n'est pas à comprendre ici dans le sens nécessaire ou fondamental, mais plus, placez-la à dessein. Par exemple, si l'on pose un ensemble de règles spécifiques au combat, c'est que les auteurices ont prévu que le combat soit un moment important pour le jeu, qu'il méritait qu'elles passent du temps à créer les mécaniques associées. Ce choix n'est pas forcément fait dans une visée idéologique, mettons-nous bien d'accord. On peut avoir envie de créer des mécaniques particulières pour des pans particuliers de son jeu. Et les combats sont un terrain aisé d'expérimentation par l'immense quantité de jeux proposant des mécaniques de combat diversifiées, qui peuvent donner envie de créer dans ce cadre. Seulement, ce jeu sera reçu par un public qui le jouera. Pour le jouer, on ne dispose que du support fourni par les auteuristes dans la plupart des cas. Et alors, si de nombreuses mécaniques de combat sont présentes et soignées, on va vouloir porter une attention particulière à leur usage lorsque l'on va jouer au jeu. Dans ce même exercice d'appropriation, tout ce qui reste de l'ordre des non-dits sera interprété. Les personnes qui joueront au jeu chercheront à combler les vides laissés par la rédaction du manuel par leurs propres références pour apprivoiser le matériau et transposeront leurs valeurs là où l'univers ne leur donnera pas de ligne claire sur son fonctionnement, par exemple social ou politique. L'argument souvent brandi concernant les réflexions politiques du jeu de rôle, ce serait la prétendue censure qui en découlerait. Par exemple, le concept de monstre, suivant son exploitation, peut tomber sous le coup de plusieurs critiques, celle du racisme ou du validisme. Pourtant, lutter contre les dérives de sa représentation, ce n'est pas cesser de placer des menaces scénaristiques aux joueuses. C'est à la fois présenter des êtres aux mœurs et apparences différentes, vivant parmi ou en marge des populations, voire rendant des services, tout en s'autorisant de montrer des êtres dont la violence peut être existante, mais n'est ni gratuite, ni caractéristique du groupe. Qualifier des créatures par leur unique apparence n'est pas souhaitable. On risque de réifier ces dernières, et donc de justifier des comportements déplacés à leur égard.
Pour lutter contre cette distanciation, on peut offrir à voir dans des histoires des compromis passés avec ces créatures et présenter la violence envers elles comme une solution tout aussi peu efficace qu'à l'encontre d'autres peuples ou de son propre peuple. C'est au contraire un moteur d'enrichissement si l'on pousse le processus à son terme, remplacer par un autre narratif l'élément dont la représentation au jeu pose un problème de valeur. Cette augmentation des possibles bénéficie à toutes. À la fois à la meneureuse qui peut proposer d'autant plus d'idées originales de scénario, mais aussi aux joueuses, leur permettant de créer des personnages à la fois très variés et riches, qui soient hors des carcans des univers stéréotypés, n'offrant qu'un nombre limité de stratégies de résolution. La manière dont vous créez les scènes de vos scénarios, le contenu de celles-ci et la manière dont vous présentez l'univers renvoient une vision du monde. Mettre le combat en résolution potentielle systématique, c'est distiller un inconscient guerrier dans votre narration. Présenter dans vos auberges seulement des serveuses, et jamais de serveurs, transmet une idéologie sexiste à votre tablé. Une méthodologie envisageable pour questionner les objets du jeu de rôle est de procéder à des permutations théoriques et d'analyser le point de rupture. Pour reprendre l'exemple des scènes se résolvant par des combats, c'est faire l'exercice de pensée de remplacer ce combat par une issue diplomatique. Est-ce que faire cette permutation retire une caractéristique importante d'un antagoniste ou dessert un propos narratif ? Si oui, la résolution par combat peut possiblement être à conserver. Sinon, il est possible de supprimer le combat, ou d'offrir des alternatives à celui-ci, afin qu'il ne soit plus l'issue prioritaire de la scène, et qu'elle transmette un message plus humaniste par son déroulé et ses conclusions, si cela s'accorde mieux à vos valeurs. Concernant des situations comme celle de la serveuse, c'est analyser le trouble perçu lors de la permutation. Pour ce cas particulier, il provient de l'inconscient des rôles de genre, un système qui est soutenu par le patriarcat pour maintenir une oppression par de multiples biais. Ici, changer le genre de la personne chargée du service n'a pas d'impact sur son traitement. Représenter une diversité de genres et de trajectoires de vie par vos serveuses peut contribuer à questionner ce stéréotype sexiste à vos tablés et à convoyer une vision plus progressiste de la société. Certains objets du jeu de rôle sont plus abstraits et systémiques, et il peut être moins facile de les débusquer. Une possible piste peut être alors de repartir de ses propres positionnements politiques, se renseigner sur la posture adverse et chercher des marqueurs d'identification de cet autre non souhaité, puis de les traquer dans son jeu. Par exemple, pour adopter une posture antifasciste, on peut effectuer des recherches sur les concepts clés, se renseigner sur des critères établis, voir si le jeu se place dans un état d'esprit proche de la pensée autoritaire, observer si l'on a une esthétisation de la violence. Pour la science du climat, observer si son monde a des impacts à long terme et s'il y a une conscience au sein du monde des limites aux ressources. Ce, même si la question du climat n'est pas un enjeu du scénario, voire du jeu. Être purement dans une démarche conjuratoire, c'est-à-dire répéter par exemple « mon jeu n'est pas climato-sceptique », ne sert pas grand intérêt, si ce n'est à faire croire que l'on fait les choses bien. En faisant cela, on ne s'attaque pas à l'inconscient de la représentation. Simplement rajouter une mention au détour d'un scénario quant aux impacts qu'ont eu d'anciennes communautés paysannes sur la région par leur gestion désastreuse des ressources, ou signaler dans la présentation de votre monde que vous pouvez montrer des effets à long terme et à longue distance sur l'environnement des décisions des personnages, fera ce travail pour vous. La réponse à un conflit de valeurs se doit toujours d'être un objet concret, et pas une déclaration d'intention, quand bien même les deux peuvent aller de pair. Ultimement, vous ne créez pas votre jeu pour vous. Vous le créez par vous, mais vous n'en êtes pas la seule destinatrice. Il incorpore des parts de vous, de votre éthique, et les livre au monde. Déclarer ouvertement votre posture et vos positions peut clarifier le rapport que vous entretenez avec votre audience. Cela peut pousser des personnes, aux valeurs proches, à s'intéresser davantage à votre travail. Mais c'est surtout un repoussoir pour toutes celles dont les valeurs sont radicalement en rupture avec vous. Cela polarise également le public, dont certains des membres les plus véhéments pourraient vous prendre en grippe, vous calomnier, vous menacer. Mais cela vous évite de perdre votre temps et de faire prendre son temps à une partie de votre audience qui aurait de toute manière été en conflit de valeurs avec ces personnes. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose dans le sens que le jeu de rôle est un loisir et qu'il y a suffisamment de personnes pour trouver des compagnonnes de jeu avec qui on se sent bien. L'idée ici n'est pas de créer des bulles et d'inciter à un entre-soi, mais de rappeler que le jeu est censé être un espace ludique
Il est politique, mais il n'a pas à traiter de politique. Et malheureusement, en l'absence d'une réponse communautaire forte, les minorités doivent pouvoir s'y protéger. Qu'elles adoptent une posture, ne jouent qu'à des jeux qui ont la démarche d'en avoir une pour écarter les personnes dangereuses, est à encourager, faute de mieux. L'intérêt est aussi, et surtout, d'ordre créatif et personnel. Il est plus agréable de présenter une création qui suit ses valeurs, car on y trouve plus de sens. Et prendre en considération des thèmes que l'on n'a pas pensé au départ enrichit l'univers, les systèmes et les représentations. Prendre en compte l'environnement peut donner plus d'immersion à son monde, car cela pose la question des impacts et des conséquences des actions en jeu sur l'univers. Penser la manière dont la richesse est répartie et perçue offre plein d'objets pour des histoires au sein de l'univers. Analyser les dynamiques du système de résolution par un prisme post-colonial et antimilitariste ouvre la porte à imaginer des pans nouveaux de progression de personnages. Politiser ce qui nous entoure, c'est refuser d'avaler sans penser ce que d'autres souhaiteraient que l'on ne remarque pas. C'est rejeter un statu quo écrasant. Quand on, comme auteurice, comme joueuse, mêle nos représentations au manquement du matériau de jeu, on le fait faute de mieux. Et on réplique ce qui est le plus proche de nous, le plus instinctif. Sortir de la pensée dominante nécessite une reprogrammation, dont le chemin est pavé d'embûches, qui demande de largement se documenter et de faire un effort de déconstruction de soi et du monde. Le processus en vaut la peine pour offrir des jeux plus humains, dans un monde semblant de plus en plus perdre son humanité.